En studio avec moi, Virgile Arancet. Bonsoir. Bonsoir Saturnin Diosso, bonsoir à tous. Et Patrice Savala, bonsoir. Bonsoir à vous Saturnin Diosso, bonsoir à tous. À la barre, ce soir, en studio, sur Soleil FM et sur CK TV. Mesdames, Messieurs, merci de nous préférer à la une de ce débat, ce procès qui a repris depuis hier la disparition du cadre du ministère de l'économie et des finances, Pierre Urbain Danhivo, continue de connaître des feuilletons, pour ne pas dire des épisodes. Notre feuilleton a commencé depuis hier avec à la barre aujourd'hui Alofa, le présumé assassin. Il me plaît pour nous rafraîchir la mémoire de vous donner les faits selon cette chronologie de nos confrères de Banuto parlant de Alofa à la barre. Après la lecture des faits, le président Arsène Dadjo a appelé à la barre Kossi Kodjo Alofa. Il lui a demandé s'il reconnaît les faits. Sa réponse: je ne reconnais pas les faits. Autour de Donatien Moussou, reconnaît-il les faits mis à sa charge? Jamais, a-t-il répondu. À nouveau Alofa donc. La cour lui demande pourquoi est-ce qu'il nie aujourd'hui les faits alors qu'il les avait reconnus avant. Il répond qu'on lui avait demandé de le faire. Par qui? Lucien Degbo, Prince Aledi, révèle-t-il. Ces personnes lui auraient demandé de reconnaître les faits sur instigation de leur chef, dont il dit ignorer le nom. Il raconte comment il a été embarqué dans l'affaire. À en croire, c'est dire, c'est après qu'il a été arrêté pour tentative de vol d'une moto qu'il a été embarqué dans le dossier. Dans son récit, il explique qu'il a été utilisé pour détourner l'attention de la population qui accusait le pouvoir du président Yahi d'être derrière la disparition de Pierre Urbain Danhivo. Il dit avoir été convaincu par Lucien Degbo. Ce dernier lui aurait promis de le faire libérer rapidement avant 2011 et nous sommes de 25 millions s'il acceptait de porter la responsabilité de la disparition du cadre du ministère des Finances. Il dit avoir accepté également de porter le chapeau sous la menace du commissaire Prince Aledi qui lui aurait jeté à la figure: un prisonnier reste un prisonnier. Il poursuit en indiquant que les déclarations qu'il avait faites à l'époque, déclarations qui seraient contradictoires à ses dires, lui ont été dictées. Il dit qu'il ne sait même pas d'où vient le corps qui a été retrouvé à son domicile. Il affirme que tout a été fait avant qu'il ne soit invité à reconnaître les faits. Il cite comme preuve le fait que ce soit Lucien Degbo qui était devant le jour de l'exhumation du corps à Womé. Il dit que c'est le commissaire Prince Aledi qui lui a demandé d'impliquer Donatien Moussou, qu'il dit ne pas connaître auparavant. Selon lui, le commissaire Aledi lui aurait dit que Donatien Moussou faisait partie du coup depuis le début et que c'est parce qu'il était agité qu'il avait été écarté. Il indique que lors de sa mise sous mandat de dépôt à la prison civile de Misserité, il a reçu la visite de Lucien Degbo qui lui aurait fait parvenir par l'intermédiaire du gardien-chef de la nourriture puis de l'argent, 58 000 francs. Selon ses dires, c'est quand il s'est rendu compte de ce que Lucien Degbo et Prince Aledi n'étaient pas en train de tenir parole quant au fait qu'il ne fêterait pas en prison qu'il a décidé de revenir sur ses pas en niant les faits. Il déclare devant la cour que c'est après plus de 2 ans de détention en isolement et sous la menace de tout révéler qu'il a été transporté un matin dans une voiture climatisée vers le Togo. Virgile Arancet, je m'en arrête là. Visiblement, Alofa n'a pas fini de faire ses révélations. Alofa, ce chanceux, on va dire, c'est tout ce qu'il dit est avéré parce que comme on est habitué dans les films, les choses se seraient passées comme cela. Les choses s'en seraient finies donc pour lui si le scénario devait être respecté comme on en voit, je disais, donc dans les films. On a pu lui donner 50 000, avait-il dit, il y a 2 ans ou 3 ans au cours donc des assises qui avaient connu de cette affaire. Et on lui a dit de disparaître dans le Togo. Ça aurait pu être jusqu'après ça qu'on l'abatte. Et bon, beaucoup avaient pensé cela d'ailleurs à l'époque. Je pense que tout ce qui reste aujourd'hui, c'est à la justice, n'est-ce pas, de pouvoir nous faire connaître la vérité, enfin la vérité de ce qui s'est réellement passé dans cette affaire-là. Et le contexte devrait pouvoir y aider aujourd'hui parce que le pouvoir accusé, le pouvoir mis en cause à l'époque n'est plus en place. Les acteurs ont changé. Ceux qui sont là aujourd'hui, on pourrait dire, ne sont pas directement mêlés, en tout cas pas directement
accusé du forfait de la disparition donc, de Pierre-Hubert Gagnivo. Et donc la justice a les coudées relativement franches aujourd'hui pour pouvoir révéler au monde, révéler aux Béninois surtout, la vérité sur cette affaire. Nous y sommes, on va dire, souhaitons donc toute la sérénité qu'il faut pour que, enfin, on en finisse avec cette affaire, qu'on dise, bon, au moins celle-là, comme dirait l'autre, c'est réglé. Patrice Avala, est-ce que l'environnement s'y prête, à votre avis? Le pouvoir a changé, disait Virgile Rancet, et ceux qui sont là sont animés de cette volonté de ne pas laisser des faits et gestes commis par le passé impunis, que la responsabilité soit située. Vraiment, aujourd'hui, serait-il à cela? Le souhait du peuple béninois, c'est de voir toute la vérité jaillir de cette affaire qui aura duré aujourd'hui 8 ans. 8 ans durant les enfants de ce cadre du ministère de l'économie et des finances n'ont pas vu leurs parents, leur papa qui a disparu comme ça. On aurait même retrouvé sa voiture quelque part. Et jamais lui-même n'est de retour à son domicile. Est-il vivant? Est-il mort 8 ans après sa disparition mystérieuse? Faut-il le rappeler? Difficile aujourd'hui de répondre à cette préoccupation. Et si le gouvernement, parce que le pouvoir entre-temps a changé de main, a entrepris cette démarche de voir clair dans ce dossier scabreux qui a éclaboussé la République parce que on est allé dans tous les sens en ce temps-là, au moment où le cadre du ministère de l'économie et des finances, Pierre-Hubert Gagnivo, disparaissait en 2010, c'était le 17 août 2010. Et les enfants sont restés comme ça. Aujourd'hui, quelqu'un qui avait été mis en cause et dont on a exhumé un corps à son domicile, qui avait reconnu qu'il s'agissait de l'homme, du cadre qui a disparu, qui aujourd'hui revient devant la cour, rejeter tous ses aveux, je pense que ce n'est que le début pour connaître de l'issue de cette affaire. Parce que on se rappelle encore devant la barre, l'homme qui est appelé Alofa avait déjà fait des révélations sur des personnalités de ce pays en ce qui concerne ce dossier. Aujourd'hui, on en sait un peu plus encore, pourvu que le prévenu puisse rester constant dans cette déclaration, parce que devant la barre, lorsque aujourd'hui vous tenez un certain langage et que demain on vous appelle, vous n'êtes plus capable de répéter ce que vous avez dit hier, je pense que le dossier devient difficile et il ne lui sera pas facile de sortir de cette affaire. Mais lorsqu'on le suit, Vigile l'a dit tout à l'heure, c'est un peu comme s'il s'agissait d'un film hollywoodien qui n'a pas atteint son épilogue, en quelque sorte, parce que celui-là même qu'on avait dit échappé de la prison au niveau de Missirité, une prison qui n'est pas aussi facile que cela, c'est pas d'autres prisons, c'est une prison de renommée internationale, parce que là, on vient interner ceux-là qui sont condamnés sur le plan international à La Haye, et donc c'est une prison qui a été construite et qui devait contenir des prisonniers de ce genre-là. Et c'est de cette prison de haute sécurité qu'a pu s'échapper Alofa, nous avait-on dit. Et bien, on lui a montré la voie du Togo. Peut-être qu'il ne connaissait personne au Togo. Et peut-être que en prenant cette route du Togo, il allait finir plutôt que prévu. Mais bon, comme on devait connaître toute la vérité dans cette affaire, je pense que celui-là même, il est revenu au Bénin, il a été arrêté, et puisque désormais on a eu un peu d'évolution dans le dossier, parce que celui qu'on dit avoir fui de la prison et qui revient qui revient au pays comme ça, je pense qu'il était un peu difficile de connaître ce qui se passait, mais avec son arrestation et son audition aujourd'hui,
je pense que le dossier évolue et ceux dont il cite les noms viendront répondre également devant la barre, même s'il s'agit du chef de l'État, du président de la République, peut-être qu'il sait, parce qu'il n'a peut-être pas fini de faire des révélations dans ce dossier. Peut-être qu'il n'est mêlé ni de près ni de loin à ce dossier, mais il a été emballé parce que, entre-temps, il aurait volé. Et comme un prisonnier, si vous êtes en prison, même si vous allez dans une prison regarder un de vos proches et que quelqu'un déjà en prison vous met la main dans la poche, il vous dira qu'il faut aller s'y aller aux forces de l'autre prison là. Je suis déjà ici. C'est un peu comme ce qu'on lui avait fait croire. Il est déjà en prison, étant en prison déjà, qu'il mente ou qu'il dise la vérité. De toutes les façons, ils sont là pour le protéger. C'est un peu ce qu'on comprend aujourd'hui à travers cette déclaration de Alofa qui avait été mise en cause. Et maintenant, le corps qui avait été exhumé chez lui à Womé, c'était le corps de qui? Est-ce que c'est dans un cimetière qu'on est allé chercher ce corps pour aller enterrer chez lui? Est-ce que c'est quelqu'un d'autre qui avait été tué? De toutes les façons, dans ce test, il y a un test d'ADN qui doit être examiné. La défense l'a exigé. On nous a dit à l'époque que c'était réellement Pierre-Hubert Naïva. Je crois que cette fois-ci, les avocats ont déploré qu'on n'ait pas cherché des traces de ceux-là qui auraient enfoui le corps pour voir si les accusés y ont laissé de traces pour le partition pour retrouver leur ADN là-dessus. Et si c'est à l'OFA, c'est chez lui effectivement que ça s'est passé, il doit pouvoir reconnaître au moins une personne dans ceux-là qui ont exécuté Pierre-Hubert Naïva, qui l'aurait enterré dans sa maison, si tel est le cas. Mais je pense bien que ce procès va encore durer parce que des révélations, on en aura encore. Par rapport à ces gens, de toutes les façons, ce que Alofa connaît du dossier, je pense qu'il est grand temps. Parce que lui, il a déjà fait tant d'années, depuis ce temps-là, il a fait autant d'années en prison, il ne voudra pas continuer encore. Et donc, il sera prêt à dire toute la vérité. Maintenant, il reste à ceux-là qui sont mis en cause de venir le contredire. C'est ça, aujourd'hui. Alofa a beau être... un bandit, je le mets entre griffes, et en temps arrêté pour tentative de vol de moto, il y a quand même certains éléments qui corroborent sa thèse, tout au moins que ce ne serait pas lui qui a tué, qui aurait tué Pierre-Hubert Naïva, parce qu'on parle de disparition, on ne parle pas encore de mort. Les parents croient toujours que Pierre-Hubert Naïva n'est pas mort. C'est une main courante produite par les responsables des commissaires, notamment l'ancien commissaire de Goudomé, à qui il avait été demandé en temps de produire la main courante d'une prison, d'un commissariat qui prouve que Alofa, au moment où Pierre-Hubert Naïva a été tué, est quand même détenu par les forces de l'ordre. Il était dans les liens de... Non, vous savez, il a des éléments simples, hein, comme vous dites, qui corroborent quand même ce que dit Alofa. Et rappelez-vous, aux dernières assises, on avait quand même des éléments, même avant ça. Moi, personnellement, j'avais suivi le dossier, et notamment chez des co-détenus, donc de Alofa, donc des prisonniers comme lui, à qui, puisque bon, la prison, c'est un peu comme dans la grande cour, hein, dans une grande famille, où ils sympathisent les uns avec les autres, ils peuvent se raconter leurs mésaventures, etc., etc. Donc, déjà avant là-bas, Alofa, tout comme Donatien Amosso, le caporal, ils ont fait des révélations. Ils se sont confiés des choses, ils ont confié des choses à leurs amis et prisonniers. Et comment ils ont pu, n'est-ce pas, accepter de jouer le jeu. Bon, après, ça reste des déclarations de prisonniers. Mais si on s'en tient déjà à ce qu'ils avaient dit il y a de cela un peu moins de 3 ans, ça n'a pas varié. Hein. Ça n'a pas varié de mon point de vue. Ça a plutôt, c'est qu'il y a plutôt la variation que souligne le président de la Cour, c'est ce qui avait déjà eu lieu depuis 3 ans. Ça, maintenant, ça n'a pas varié. Et parce qu'on leur aurait miroité, avait-il dit, la mise en liberté. Quand vous êtes en prison, c'est sans doute la chose la plus importante pour vous, recouvrer votre liberté. En plus, il y a une caution. Beaucoup d'argent qui n'est jamais tombé. Pour argent, on lui a donné juste 50 000, a-t-il dit. Quand il était au Togo, oui, pour qu'il parte. Derrière la frontière, on lui dit de disparaître et de ne plus jamais Après, quand il était en prison, il dit qu'il a reçu par l'intermédiaire du gardien-chef la nourriture.
En plus de 58 000 francs. Il avait même une histoire de sodabi qu'il vendait, qu'il avait des facilités, on lui avait facilité la tâche, il était ceci, il était cela. Moi, je pense qu'il a des éléments, n'est-ce pas, sur lesquels il faut s'attarder. Ne serait-ce que des éléments temporels. Il dit n'être pas là quand Dainvo disparaissait. Il a des éléments sur lesquels, de mon point de vue, si on se penche rapidement, on va commencer par éliminer certaines pistes, tout au moins. Mais bon, les juges, c'est leur travail, ils savent le faire. Je pense que ce procès a trop attendu. Il faut maintenant qu'on puisse connaître la vérité et qu'on avance. Une chose est quand la justice est lucide, tout au moins que ce ne serait pas Alofa qui aurait tué Pierre-Hubert Dainvo. Une chose est qu'on retrouve les vrais assassins. Et il y a des noms qui sont cités. Et quand vous voyez les fonctions que ceux-là ont occupées par le passé, est-ce que vous pensez qu'il y a des chances pour qu'on résolve cette énigme? Non, mais bien sûr, quand vous parlez de fonctions, c'est des fonctions des fonctions des gens qui peuvent effectivement maquiller les faits. Ouais. C'est des fonctions des gens qui, s'il fallait transformer les choses, avaient la possibilité, étaient dans les positions pour le faire. Je ne dis pas que c'est directement ça, mais comment Alofa a pu, n'est-ce pas, imaginer mentir comme ça sur le compte de telle personne, comment il peut imaginer que c'est telle personne qui peut maquiller les faits. Voilà, ils avaient déjà été appelés à la barre, à l'époque déjà. Et puis l'autre élément qui pourrait très rapidement nous situer, c'est l'expertise quand même du corps qui a été retrouvé à Womé. À ce jour, on ne sait pas réellement si c'est Alofa, et je dis Alofa Dainvo, Pierre-Hubert Dainvo ou non. Et la petite histoire qui a remué donc la salle d'audience hier, c'est que pour l'expertise ou la contre-expertise de la famille, on dit que ce n'est pas disponible. Et pourquoi? Parce que l'expert qu'on a requis pour faire le travail, rien qu'à l'évocation de Pierre-Hubert Dainvo, serait devenu ou deviendrait fou. Et donc, il a abandonné ce travail-là pour pouvoir continuer à garder ses facultés. C'est réjouissant. Mais ce n'est pas... Ouais, c'est... Ailleurs, hein, ça aurait été vite démêlé. Il a quand même des éléments qui rendent certaines pistes plus ou moins sûres. Encore une fois, je ne sais pas si les choses vont se passer comme ça se passe ailleurs dans les pays normaux. Mais la justice béninoise, de mon point de vue, à travers ce procès, est à l'épreuve. Et je crois qu'on ne perd rien à attendre simplement de voir. C'est déjà bien qu'elle ait fait cette option-là d'une cour d'assises spéciale pour se pencher sur cette affaire. Il est l'heure, n'est-ce pas, de connaître la vérité. Et j'espère, les Béninois sans doute avec moi, que ça ne va plus tarder. Il faudra compter, Patrice Zavala, avec la présence des témoins. Une trentaine doit être auditionnée, parmi lesquels Grégoire Akofo-Adjei, alors ministre de la Justice au moment des faits, je crois. Il y a également Robert Guyon, Grégoire Akofo-Adjei, l'ancien ministre de la Justice, et Robert Guyon, qui est vice-président de l'Assemblée nationale. Laurent Métoyon, lui, faisait partie des plaignants. Il avait déposé une plainte contre IS. Il était ce matin au tribunal. Il faudra compter avec certains témoins qui viendront et d'autres certainement qui peut-être, je disais certainement, je vais relativiser, qui peut-être ne viendront jamais. Pourquoi jamais? Mais s'ils existent, s'ils vivent, je pense qu'ils viendront. Quand on demande par exemple à écouter Robert Guyon avec ses fonctions à l'Assemblée nationale. Écoutez, on peut lever son immunité. Non, mais pas besoin de lever son immunité. En tant que témoin. Pour qu'il soit écouté, témoin, non. Maintenant, si on a besoin qu'il enlève son manteau de député, je pense qu'on ira dans ce sens-là si on veut qu'on ait la vérité dans ce dossier. Maintenant, si ce n'est que pour aller témoigner de ce qu'il connaît du dossier, je pense que aussi on le verrait devant la barre. Je ne pense pas qu'il y ait des barrières qui l'empêchent de ne pas se présenter devant la barre. Mais si la trentaine dont vous avez parlé, tous sont encore vivants, je pense qu'ils passeront un à un devant les juges pour dire ce qu'ils connaissent du dossier. Ce que nous savons, c'est que Laurent Métoyon, en son temps, avait tout fait, il avait organisé, il y avait eu beaucoup de marches, beaucoup d'actions menées par son syndicat alors qu'il était encore au ministère de l'économie et des finances pour connaître où se trouvaient leurs collègues Pierre-Hubert Dainvo, mais toutes ces actions étaient vaines. Aujourd'hui,
Et lui-même, il est prisonnier, d'accord, mais il sera témoin dans ce dossier pour savoir un peu, pour dire un peu ce qu'il connaît de ce dossier-là. Et des ministres, on va les écouter également. S'il y a lieu qu'on aille plus loin que ce que demande la justice, parce que c'est à travers ce qu'ils vont dire devant là-bas qu'on va maintenant procéder à la levée de l'immunité de X ou de Y, fut-il ancien ministre ou bien député aujourd'hui ou même encore ministre en fonction, qui sait, parce que le dossier peut évoluer et aller jusqu'à épingler des gens aujourd'hui qui sont en activité dans notre pays, au niveau du gouvernement, au niveau de nos différentes administrations, au niveau de nos différentes institutions de la République qui le sait. Ce qui est sûr, lorsqu'il s'agit du sang humain, je pense que ça finit par finir. Ça finit par révéler les dessous. On a vu au Burkina Faso avec la mort de Thomas Sankara, mais plus tard, on a maintenant connu qui... On est en train de voir l'issue alors de ce dossier-là au niveau de Burkina Faso. Ça peut durer, je ne sais pas combien d'années, mais on finira toujours par connaître la vérité. Si les mêmes qui étaient là au moment des faits ne continuent plus d'être là, parce que c'est seulement ceux-là qui pourront faire main basse sur un certain nombre de dossiers pouvant aider à connaître la vérité. Mais s'ils ne sont plus là, c'est que ceux qui sont là... Vous pensez qu'ils vont laisser des traces? Ils savaient que si tant qu'ils étaient impliqués, que le pouvoir change, et quand le pouvoir va changer, ils peuvent se retrouver en position de faiblesse, ils peuvent effacer toute trace. Oui, mais on ne saurait effacer tout ce qu'on a comme trace dans ce dossier-là. À défaut de preuves, on sera obligé de les relaxer. Oui, on dira à défaut de preuves, d'accord, mais ici, je pense que Pierre-Hubert Danivo avait quitté son service un après-midi, et comme ça n'est plus retourné chez lui. Et là, je ne pense pas qu'il y ait des dossiers, des documents qu'on puisse aujourd'hui ne pas retrouver, parce que là, c'est vrai, on ne sait pas quel est l'itinéraire qu'il avait choisi, mais tout au moins, on sait quand même que Pierre-Hubert Danivo avait un téléphone par exemple, et on peut remonter aux derniers appels qu'il a reçus, ou même tous les appels qu'il a reçus dans la journée de sa disparition, et même saisir ces gens-là qu'il avait appelés, pour quel motif ou pour quel autre motif l'avait-on appelé, on peut savoir, et ça aussi, ça peut être un itinéraire pour connaître la vérité dans ce dossier-là. Maintenant, s'il y a des autorités qui, entre-temps, avaient sciemment effacé certaines traces qui pourraient nous aider aujourd'hui, qui pourraient aider la justice aujourd'hui à connaître la vérité, je pense que rien qu'avec les déclarations qui se font au niveau de la cour à la barre, je pense que ça aiderait beaucoup plus les juges, les avocats, ça aiderait à connaître de l'issue de ce dossier-là, parce que on a cité des noms, ils n'ont qu'à venir nous dire ce qu'ils connaissent du dossier. Si Alofa a pu citer ces noms, Prince Aledji, Lucien Degbo et consorts, peut-être que la liste n'est pas encore finie. Je pense que à un moment donné, il doit avoir un contact avec celui-là et ceux dont il cite les noms, parce qu'il n'a pas cité les noms de toutes les autorités du moment dans ce dossier. Alors, s'il en arrive à citer certaines personnalités aujourd'hui, on doit connaître de façon claire, parce que Alofa, ce n'est pas une personnalité de ce pays. On a dit qu'il aurait volé une moto. Il aurait volé une moto. Est-ce que le commissaire a des relations avec un présumé voleur de moto? On va connaître les raisons aujourd'hui qui fondent la déclaration de Alofa à la barre. On va connaître également les raisons qui fondent la déclaration de Alofa à la barre sur le nom Lucien Degbo. Et bien d'autres personnalités encore dont il aurait cité les noms doivent pouvoir connaître la vérité. Ils n'ont qu'à venir. Et ces gens-là dont il cite les noms aujourd'hui, ils ne sont plus en position de force. Hier, ils étaient avec le pouvoir, certainement. C'est de bonne guerre. Aujourd'hui, les positions ont changé. Ils doivent se munir maintenant des moyens nécessaires pour venir se défendre. Ils n'ont qu'à chercher les avocats. On en a plein au Bénin. Et maintenant, si eux-mêmes ils peuvent aller se défendre devant là-bas, allez, on n'a qu'à les interpeller, on n'a qu'à les appeler. Ils n'ont qu'à venir dire, puisque leurs noms sont cités, on n'a pas cité vous, votre nom, on n'a pas cité mon nom. On n'a pas cité d'autres noms au niveau du ministère des Économies et des Finances. Mais on a cité des personnalités aujourd'hui devant là-bas dont tout le monde
en sait un peu plus sur ce qui se passe au niveau de la cour. Je pense que avec l'audition de ces personnalités, on ira beaucoup plus de l'avant et la vérité finira par jaillir. Et le peuple béninois connaîtra plutôt où se trouve le cadre du ministère de l'économie et des finances, où se trouve l'enfant de la famille d'Anyevo, où se trouve le papa de ces enfants qui, depuis 8 ans, n'ont plus retrouvé leur père. Est-ce qu'à défaut de preuves, Virgile Aroncer ne risque pas de se retrouver dans un schéma de ce sont leurs paroles contre les nôtres? Et donc, parole contre parole. Déjà, pour le médecin, on parlait du rapport demandé à la barre depuis quelque temps à propos. L'avocat, entre autres, qui avait déploré certaines choses qui ont été dites par le médecin commis pour la circonstance. Il aurait déposé son rapport. Je crois il y a une expression qui a été utilisée que je vais retrouver tout à l'heure. Est-ce qu'on ne risque donc pas, Virgile Aroncer, de se retrouver dans un cas de... C'est ce qu'ils ont dit, ils n'ont pas de preuves. Non, il a tellement de preuves. Il a tellement de preuves qu'on n'a pas besoin de se fier seulement à la parole. Si on s'en tient rien qu'aux visites dans la prison, hein, des visites à l'OFA notamment, n'est-ce pas, est-ce que tel commissaire est-ce que déjà c'est vérifié qu'à telle date, telle personne est venue dans telle prison, par exemple, hein? S'il a pu venir, déjà c'est un élément qui n'est pas, disons, à sa décharge. Et qu'est-ce qu'il a pu venir faire alors, voyez? Ou est-ce qu'ils se sont rencontrés? Si ce n'est pas en prison, sans doute en prison. Mais si ce n'est pas en prison, où est-ce qu'ils sont? La justice sait comment on démêle ces choses-là. Pour moi, il a bel et bien des éléments. Vous avez parlé, n'est-ce pas, de main courante du commissariat de Godomé. Est-ce que en réalité, Alofa était, n'est-ce pas, encore en liberté quand... Ça, déjà, ça avait été prouvé. Qu'Alofa, au moment des faits, n'était pas libre de ce moment. Pas en liberté. Bon, voilà. Et quand est-ce qu'il est alors... Il l'a dit devant la barre. Voilà, quand est-ce qu'il est alors tué sur le dent. Ça, quand c'est comme ça, c'est plutôt des dossiers faciles. Hein, parce que c'est d'abord un dossier d'État, comme on l'a dit à l'époque. Et ce qui est compliqué là-dedans, n'est-ce pas, c'est le pouvoir en face. Parce que, qu'on le veuille ou non, l'exécutif, notamment son chef, tient le judiciaire. Ne serait-ce que par le schéma que vous connaissez, qu'on décrit aujourd'hui. Donc, les juges sont relativement plus libres, n'est-ce pas, de fouiller et de pouvoir dire la vérité aux Béninois. Le maquillage des faits, c'est très probablement la piste qu'il faut poursuivre, en réalité, de mon point de vue. Parce que si c'est vraiment un dossier d'État et que ça affecte, n'est-ce pas, le pouvoir de l'époque, il a tout à mettre en œuvre, n'est-ce pas, pour présenter les faits autrement. Et c'est ce que dit donc aujourd'hui ces accusés-là. Il faut donc vérifier si c'est la piste la plus plausible à l'époque, si cette piste-là reste. Et des dernières assises de moins, à cette fois-ci, ça tient, n'est-ce pas? Et donc c'est à la justice de nous situer. Encore une fois, je pense que ça ne devrait pas être si compliqué. S'il a ces genres d'éléments, comme vous dites, qui ne concordent pas avec certaines déclarations, il faut élucider. Il faut élucider, ne serait-ce que par cette déclaration. Parce que vous savez, à l'époque, hein, quand vous écoutez même les prisonniers de Mistrité, il avait déjà des fréquentations bizarres. Il avait donc des facilités qu'avait Alofa, notamment avec les responsables, certains responsables de la prison, et tout ça n'était pas gratuit. Quand on va en prison dans ces circonstances, rendre visite à quelqu'un comme Alofa, vous pensez qu'on voudra que le passage laisse des traces? Qu'on consigne par exemple dans un registre que telle personne avait passé par ici, tel jour, tel? Ça se sait, ça c'est le travail, n'est-ce pas, des enquêteurs. Ça se sait, ça se sait. Et tout ne peut pas être, n'est-ce pas, complètement effacé. Tout ne peut pas être complètement tué. Donc, ça va se savoir. Ce n'est pas votre travail, ce n'est pas mon travail. Mais ailleurs, où les gens ne meurent pas, disons, gratuitement, ça se sait toujours, même si c'est après des années. C'est déjà pas... Ça paraissait déjà un peu louche, Patrice Avala, de voir quelqu'un, je le soulignais
un présumé coupable qui devient principal accusateur de personne et pas des moindres aujourd'hui, de le voir être conduit d'une prison haute sécurité qui a été jusqu'aux frontières du Togo aussi, c'est ce qu'il dit, et le voit toujours en vie jusqu'aujourd'hui. Ailleurs, c'est que c'est ni vu ni connu. il a déjà été assassiné depuis, et puis puisque le principal accusé n'est plus de ce monde, c'est affaire classée. Oui, c'est affaire classée. Si on arrivait à tuer Alpha, parce que c'est lui le principal mis en cause c'est lui qui était, on va dire, le principal mis en cause dans ce dossier. Et c'est de cela que je parlais en disant que nous étions en quelque sorte dans un film hollywoodien qui n'a pas connu son épilogue. Cela aurait connu son épilogue si entre-temps, dans le déroulé de ce feuilleton-là, on arrivait à finir avec Alpha. Mais vous avez vu, Alpha peut-être n'a personne du côté du Togo. Parce que lorsque vous rentrez dans un pays, et surtout avec 50 000 francs, pour quelqu'un qui venait, on a dit, de fuir d'une prison, il dit il n'avait rien. Que c'est lui-même qui allait se présenter au Togo dans une prison pour qu'on l'arrête et qu'il soit extradé au Bénin. Oui, donc on disait qu'on le recherchait. Lui, il savait là où il était là. Il a dit qu'il allait se présenter. Voilà. Ah non, mais c'est ce qu'il avait de mieux à faire. Parce que pour que le crime soit parfait, Alpha serait tué. Simplement. Et s'il était mort, c'est que c'est fini. On n'en serait pas là. Comment dit-on? La tâche aurait été encore plus difficile pour les juges qui ont le dossier en main aujourd'hui. Et donc il est là, c'est quand même relativement plus facile à élucider. Oui, c'est plus facile, d'autant plus facile que l'homme n'a peut-être plus d'autres issues que de revenir dans son pays. On est plus aisé chez soi que d'aller errer dans un autre pays dont vous ne connaissez. Là où vous allez, là, vous ne savez pas. Vous ne savez pas, peut-être que Alpha ne connaissait même pas la frontière qui mène vers le Togo. Non, s'il n'allait pas se rendre, peut-être qu'on allait bien le tuer. On allait finir par réparer, n'est-ce pas? Lui aussi serait devenu un stratège, s'inventerait une méthode de survie, pour ainsi dire, si on me jette dans la nature. Vous savez qu'il n'est pas facile de traverser la frontière d'Irakondi pour rentrer dans le Togo. Si vous n'avez pas vos pièces, il ne vous sera pas facile de toutes les façons. Non, c'est ça que moi je sais. Il n'y a pas la frontière, il n'y a pas que... Oui, je sais qu'il y a la mer. Alpha ne passerait pas par la frontière. Alpha, s'il était mis en cause dans le dossier. Alpha, il savait qu'il avait quelque chose à avoir avec ce dossier-là, il se trouverait les moyens pour s'échapper. Mais cette fois-ci, c'est pas de son propre chef qu'il est allé au Togo. On l'a conduit là, avait-il dit, et il continue de le dire, on l'a conduit jusqu'à la frontière togolaise. Eh bien, on lui a dit de partir, de disparaître. Mais comme ça, qu'est-ce que le monsieur a fait s'il n'a personne du côté du Togo, ce qui allait rester pour combien de temps encore alors? Parce que 50 000 francs, c'est pas ce qui va suffire à Alpha de, je ne sais pas pour combien de jours, dans un pays où il ne connaît peut-être personne. Alors le mieux pour lui là, c'est de revenir s'il sait. Et c'est ce qu'il a certainement fait, qui n'a rien à faire avec ce dossier dont il porte la charge. Et il va falloir qu'il aille dire la vérité. S'il se remet à une prison togolaise et que finalement il se retrouve au Bénin, je pense que ce qu'il a voulu faire, c'est aujourd'hui en bonne route pour être fait. Parce que on a publié partout, déjà avec cette exhumation du corps au niveau de Womé, c'était avec micros et caméras. Et on a vu des ministres qui sont passés, et on a tous avaient bandé leur narine, leur bouche, tout ça là pour ne pas avoir des odeurs d'un cadavre qui aurait duré je ne sais pas combien de jours. Et devant tout ce feuilleton qu'on a eu au niveau de Womé. Et aujourd'hui, on viendra dire quoi si la vérité ne va pas sortir. La vérité finira par sortir. Maintenant, même là, à la face, il avait tué, je suppose, Pierre-Hubert Danyivo. C'est pour quel but? Les deux se connaissaient où? Si tant est que lui, il serait un criminel, est-ce que finalement il est devenu un tueur à gages? Pour qu'est-ce qu'on lui aurait promis? Et c'est lui, Alpha, qui va finir avec Pierre-Hubert Danyivo. Les deux ont quelle relation? Qu'est-ce que Pierre-Hubert Danyivo a pu lui faire? Où se connaissent-ils? C'est des interrogations qui sont floues.
avec ce dossier, avec Alpha dans le dossier. Parce que Alpha ne travaille pas au ministère des Finances et de l'Économie. Alpha n'a peut-être pas encore dit et que c'est un travail du ministère de l'Économie et des Finances qui lui aurait demandé de finir avec Pierre Hubert Danyeva parce que lui, il le dérangerait entre-temps. Il n'a pas dit ça. Mais quelle est la relation qui lie Alpha à Pierre Hubert Danyeva? Point d'interrogation. Ça, c'est des interrogations d'hommes, vous et nous, qui ne sont bien pas... sûr. Et d'où vient ce corps qu'on a enlevé de chez lui? Au-delà de tout, c'est vrai qu'on parle de la disparition de Pierre Hubert Danyeva, mais rappelez-vous le contexte dans lequel on a noté cette disparition. Il y avait un dossier qui était soulevé, on a parlé de mauvaise gestion dans un ministère, et que ce serait lui qui aurait filé donc les mèches pour permettre à ce qu'on fasse les déballages qui étaient faits à l'époque dans la presse. Est-ce que ce n'est pas aussi un procès qui, s'il aboutissait, pourrait renforcer ceux-là qui disent détournement, mauvaise gestion dans nos structures, nous allons continuer à dénoncer à visage découvert? Non, vous parlez de contexte. Il faut rappeler que c'était la belle époque de la FECENTRA Finance, donc ce syndicat ou cette fédération donc des syndicats du ministère de l'économie et des finances qui militait pour la bonne gouvernance, n'est-ce pas, dans le pays, donnait donc des informations. Et il était question que à l'époque, les informations fournies par la FECENTRA Finance auraient été issues, n'est-ce pas, de ce cadre-là, Pierre Hubert Danyeva. Non, pour moi, c'est encore une fois, ce n'est pas le même pouvoir. Donc, on ne peut pas dire que c'est le procès de la gouvernance, n'est-ce pas, du pouvoir en place. Non, pas que c'est directement lié au pouvoir en place. À l'époque, quand on sait qu'il y a des gens qui prennent tous les risques, Laurent Métagnon aujourd'hui qui comparaît en tant que témoin, même si beaucoup récusent, en tout cas à la barre, qu'il ne saurait être témoin parce que, en fait, il était celui qui avait porté plainte, un de ceux-là qui ont porté plainte contre X. Ces défenseurs de la chose publique qui veulent que la chose publique soit gérée de façon saine et qui peut-être ont d'une manière ou d'une autre des informateurs dans le circuit qui leur donnent des informations. Et quand on sait que celui-là, on lui reprochait, selon ce qui était dit dans la masse populaire, on lui reprochait d'avoir filé des informations. Est-ce que quand il va aboutir ce procès, ça ne va pas rassurer des gens qui se trouveraient toujours dans le circuit à continuer de donner des informations, à aider ceux qui défendent cette cause à réussir? C'est possible. C'est possible, mais ce qui doit être plus rassurant aujourd'hui et ce qu'on aurait plus souhaité, c'est que la famille de Danyeva puisse savoir ce qui s'est réellement passé. Figurez-vous que son père, le vieux fonctionnaire international, qui n'a jamais su la vérité jusqu'à mourir. Et ses filles, en tout cas, je connais des gens très proches d'une au moins de ses filles, hein, qui n'est pas guéri de ce traumatisme laissé par cette affaire à ce jour. Ils n'ont toujours pas fait le deuil. Bon, je suis moins rassuré, hein, contrairement à Patrice Abala. Je ne pense pas, je n'ai pas la faiblesse de penser que Pierre Hubert Danyeva se trouverait encore dans une case quelque part. Ce n'est pas sûr, ce n'est pas certain. Mais tout au moins, savoir la vérité, ça pourrait être un début de guérison, n'est-ce pas? Ça pourrait métamorphoser ces personnes-là, qui sait. Mais il est nécessaire, au-delà même de la famille, n'est-ce pas, de Pierre Hubert Danyeva, que les Béninois sachent la vérité pour qu'on n'ait pas l'impression que c'est une insécurité absolue, le Bénin. Des cas du genre, jamais élucidés. La police était passée par ici la dernière fois, mais c'est cette même police-là qui ne nous fait jamais savoir, comme dans d'autres pays, hein, et ajouter à la police la justice. On ne sait jamais la vérité sur ces genres de cas. Ce n'est pas la même chose, mais rappelez-vous de Jean-Christophe Ngbo dans ce pays, décédé avec toute sa famille. L'autre mort non élucidé. Non élucidé. On a fait tout le sous-préfet de Bokombé. Voilà, donc on ne sait jamais rien. On m'a dit la dernière fois, hein, c'est la semaine passée seulement, qu'on a une police scientifique. Mais c'est à quoi? On m'a dit qu'ils sont bien formés. Mais ça, c'est à quoi? Dans d'autres pays, ce n'est pas comme ça se passe. Et je dis, c'est au résultat, n'est-ce pas, qu'on apprécie ces gens de structure. Ce n'est pas seulement l'information que oui, ils existent. C'est au résultat. Malheureusement, on n'en est pas là. Si vous interrogez les acteurs, sans doute, ils vous diront que, bon, voilà,
les moyens n'accompagnent pas, qu'il n'y a pas la politique, qui devait être mise en place pour qu'ils puissent donner les résultats. Ils n'ont pas tout à fait tort. Mais bon, voilà, on vous dira que c'est les signes, n'est-ce pas, de ce que nous sommes, un pays sous-développé, et il ne peut en être autrement. Patrice Zavala, on reste donc attentif à ce qui sera fait à Cotonou. Ah mais oui, on doit être attentif et suivre alors le feuilleton au niveau des assises à Cotonou. On a dit une cour spéciale, c'est déjà bien pour qu'on puisse se pencher véritablement sur ce dossier et peut-être avec cette cour d'assises, une cour spéciale, on connaîtra finalement la vérité. C'est ce que nous attendons le plus de ces assises qui ont commencé. Et je pense que nos attentes ne seront pas vaines, comme par le passé. Et je pense que avec le début de ces révélations, avec ce n'est que Alpha d'abord, oui, maintenant l'autre aussi qui est là, qui est dans le dossier, Donatien Amosso, qui fait la prison avec Alpha, mais c'est quelqu'un peut-être qui lui aurait demandé d'ouvrir la porte à Alpha pour qu'il s'en aille. Un jour, il viendra nous dire s'il veut que la vérité puisse sortir de ce dossier. Il ne va pas de son propre chef prendre l'initiative. On ne nous dira pas que Alpha a fait le mur à Mistrete pour partir. Non, on lui a ouvert certainement. Il est Bokono, il peut bien disparaître. Non, mais écoutez, on n'amène pas un Bokono en prison avec ses matériels. Hein. On lui enlève tout. On va en prison. C'est pas avec le matériel on lui enlève pas la parole. On lui enlève pas la parole. Sa première fois, c'est la parole. Oui, mais avant de prononcer des paroles, il faut quand même il faut mettre quelque chose sur la langue d'abord également avant de prononcer la parole. On vous a dit qu'il a des facilités, non? Donc il peut tendre la main et ce qui va mettre sur sa langue va tomber dans sa main. Et il peut faire amener ce qui lui servira. Non. Désillusionnons-nous ici. Je pense que c'est quelqu'un qui a ouvert la porte à l'OFA pour qu'il s'en aille. D'ailleurs, il a dit, maintenant, le pauvre qui était de garde le jour-là, c'est lui qui fait la prison. S'il ne veut pas compter... Le pauvre qu'il a ouvert... Lequel? Adrien Moussou. Je dis Donatien Moussou. C'est pas lui? Non, Donatien Moussou est un prisonnier aussi. C'est un prisonnier aussi. C'est le second aussi. Qui aurait été entraîné. Oui. Maintenant, qui lui a ouvert la porte pour qu'il s'en aille? Et où était le gardien de garde de cette prison le jour où Alpha faisait le mur pour s'échapper de la prison? Parce qu'on a tué là. On a tué un prisonnier là parce qu'il s'échappait. Non, c'était à la prison civile de Dogana ici, je pense. Un prisonnier s'échappait et puis il a reçu le coup. Merci Virgile Arancet pour avoir participé à ce débat. Georges Bonon, entre-temps, a pris le relais pour la mise en œuvre. Mesdames, messieurs, c'est tout pour Intégral ce soir. Demain, c'est un autre rendez-vous. Merci de nous avoir suivis.